Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Jean-Paul, la situation ne s'améliore. Excuse-moi de faire une introduction brutale. Oui. La situation ne s'améliore pas au Tigré. Non, malheureusement, elle empire parce que les rebelles tigréens ont annoncé avoir pris 2 villes stratégiques. Et donc, Du Tigré. Oui. Donc il n'y a Non, pas seulement le conflit entre le Tigré et 2 l'Éthiopie. villes stratégiques d'Éthiopie. C'est-à-dire que le Tigré, c'est une partie de l'Éthiopie. Ouais. C'est au nord de l'Éthiopie, notamment à la frontière avec le Soudan d'une part et comment ça s'appelle l'autre pays L'Érythrée. L'Érythrée, merci. Donc à la frontière avec le Soudan et l'Érythrée. Donc les rebelles sont parvenus à aller, donc non seulement à repousser les forces gouvernementales dans leur région, mais également à aller au-delà en prenant 2 autres villes et non des moindres. Donc le gouvernement a dû réagir dans l'urgence en déclarant notamment l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire. Ça veut donc dire qu'on passe dans un système d'exception. On passe en réalité, c'est une manière de dire qu'on passe en état de guerre, mais en état de guerre civile. Donc ça va permettre au Premier ministre Abiy Ahmed de suspendre les institutions, de s'arroger un peu plus de pouvoir pour faire de la préservation ou bien, si tu veux, la protection du territoire ou la protection du gouvernement de l'État éthiopien, sa priorité. Malheureusement, il paie un peu son obstination si on regarde les choses tellement de manière très simple. Depuis le début déjà, l'Union africaine et les Nations Unies avaient demandé à ce que, évidemment, ils puissent permettre d'aider l'Éthiopie à trouver une issue pacifique à la tension, justement à cette tension entre le gouvernement central et la province du Tigré. Mais le Premier ministre Abiy Ahmed, fort de son prix, voilà, Prix Nobel de la paix. de son prix Nobel de la paix, avait donc décidé d'employer la manière forte au nom de la préservation de l'intégrité territoriale de l'Éthiopie. Et donc, il s'est obstiné en mettant en avant sa volonté d'appliquer la manière forte, c'est-à-dire la violence. On a mobilisé l'armée, on a coupé la frontière. Avec l'aide même de l'Érythrée, ils ont essayé d'étouffer la rébellion tigréenne. Malheureusement pour lui, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Au contraire, le conflit s'est enlisé. Deuxièmement, cela n'a fait qu'exacerber la position non seulement des mouvements armés tigréens, mais également de la population civile, qui paye aussi le prix fort de cette volonté-là. D'abord, elle paie le prix fort en termes de pertes civiles, de pertes en vie humaine. Beaucoup de civils, malheureusement, sont tués dans les combats entre les forces armées éthiopiennes et les forces rebelles tigréennes. Deuxièmement, un coût économique, parce que le Tigré, qui était quand même une province particulièrement dynamique sur le plan économique, tout est à l'arrêt. Et troisièmement, on a déjà des cas de famine qui sont avérés dans cette région-là. Et donc, tout ça fait que, malheureusement, le Premier ministre Abiy Ahmed a refusé déjà que d'autres pays puissent lui venir en aide pour trouver une issue pacifique à ce problème-là. Et donc, c'est cet entêtement qui a enlisé, si tu veux, le gouvernement dans ce conflit-là. Et ça n'a fait que compliquer les choses. Et malheureusement, la situation est encore plus grave qu'elle en était il y a un an à peine. Alors que si dès le début, il avait accepté que les Nations Unies ou bien qu'un certain nombre de personnalités viennent en Éthiopie et mettent le dialogue, installent un dialogue entre le Tigré et le gouvernement d'Abiy Ahmed, parce qu'il faut savoir que il y a eu derrière en fait aussi une tension communautaire entre les Tigréens et les Oromos. Avant que Abiy Ahmed ne soit Premier ministre, l'Éthiopie a été gérée pendant plus de 20 ans par Meles Zenawi, l'ancien Premier ministre, qui était un Tigréen. Donc, durant la période où Meles Zenawi était au pouvoir, le Tigré
selon les acteurs du mouvement rebelle, estimaient qu'ils étaient plus ou moins bien traités. Ils avaient un certain nombre, ils avaient des infrastructures, ils avaient une économie. Ils étaient privilégiés. Ils étaient quand même assez privilégiés. Or, depuis l'arrivée d'Abiy Ahmed, qui est un Oromo, les Oromos, c'est l'ethnie majoritaire d'Éthiopie, eh ben, ils estiment qu'ils ont été stigmatisés maintenant. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de prendre les armes pour, évidemment, faire sécession. C'était ça l'objectif. Il faut aussi savoir que, par exemple, ils s'inspirent de ce qui s'est passé avec l'Érythrée. Jusqu'en 1990, l'Érythrée était une province qui faisait partie intégrante de l'Éthiopie. Et puis, avec la chute du Négus rouge, le gouvernement de Mengistu Haile Mariam, eh ben, l'Érythrée avait fait sécession, une guerre avait éclaté entre Addis Abeba et cette province-là, et cela avait finalement, Addis Abeba avait fini par baisser les armes et reconnaître l'Érythrée, même si au niveau des Nations Unies, l'Érythrée n'est pas encore reconnue comme telle, mais de plus en plus de pays ont déjà reconnu l'Érythrée et ont même des relations diplomatiques avec ce jeune État-là. Et donc, c'est un peu sur cette expérience-là que les rebelles tigréens s'inspirent et donc veulent eux aussi obtenir sécession, ce qui serait une très très mauvaise chose pour Abiy Ahmed parce que ça scellerait tout simplement son sort politique. Ça mettrait un terme à sa carrière et ça c'est quelque chose qu'il n'accepte pas parce qu'il n'a pas aussi l'intention de vouloir laisser la place à une autre personnalité en Éthiopie. D'accord, ce matin on va parler de quoi ? Ce matin on va parler de la 26e conférence des Nations Unies sur le climat, donc la COP26, dont les travaux ont débuté lundi, donc le 1er novembre, et qui vont s'achever le 12 de ce même mois. Alors, cette COP26, justement, quelles sont les thématiques qu'elle va aborder? Notamment, elle va aborder celle de lutter contre le dérèglement climatique, parce qu'évidemment, les effets de ce dérèglement se font déjà sentir un peu partout à travers le monde. Et donc, il s'agissait aussi de faire le point sur la COP 21 qui s'est déroulée à Paris, parce qu'il faut savoir qu'à Paris, l'information majeure qui avait été, si tu veux, l'accord majeur que la France avait réussi à tirer, notamment aux grands pollueurs, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine et l'Inde, c'est d'essayer de maintenir à un niveau maximum de 2 degrés de réchauffement climatique par an jusqu'en 2020. Hein. Et malheureusement, le rapport du GIEC, qui est le groupe international des experts sur le climat, qui est sorti hier et qu'ils ont publié dans la revue scientifique Nature, a expliqué que depuis la COP 21, le réchauffement climatique a été non pas de 1,5%, parce qu'à la COP 21, on disait qu'on devait aller à 2% maximum, mais si on voulait être vraiment ambitieux, les États même devaient faire un effort pour que ce réchauffement climatique-là par an n'augmente pas, ne dépasse pas les 1,5%. Or là, que dit le rapport du GIEC ? Le rapport du GIEC dit que depuis 2021, on n'a pas véritablement assisté à une baisse des émissions de gaz à effet de serre au niveau du plafond de 2% ou de 1,5% qui avait été fixé à la COP21, mais plutôt aux alentours de 3%. Donc, c'est ce qui explique que pour la GIEC, cela ne fait qu'aggraver la situation du climat dans le monde. Et ça se voit notamment aux États-Unis, avec beaucoup plus d'inondations, beaucoup plus les saisons de tornades qui arrivent de manière beaucoup plus tôt et qui mettent beaucoup plus de temps, avec des tornades qui sont de plus en plus violentes. On a les problèmes d'incendie des forêts. Il faut savoir que la plupart des incendies maintenant en Europe sont généralement des incendies qui sont aussi spontanés, parce qu'évidemment, comme la saison sèche va au-delà, les saisons sèches sont de plus en plus longues et les températures sont de plus en plus fortes. Et donc, les arbres et les herbes sont de plus en plus secs et la moindre braise peut entraîner de très très graves incendies de forêt. C'est ce qu'on a observé en Europe. Et non seulement les incendies de forêt mettent de plus en plus de temps, mais ça commence aussi de plus en plus tôt. Et donc, de plus grandes forêts, en termes de superficie, sont de plus en plus détruites chaque année du fait des incendies des forêts, dont les causes, on le sait, sont liées au changement climatique. Et même, on a aussi des cas plus dramatiques, notamment, par exemple, à Madagascar, où pour la première fois de l'histoire des Nations Unies, on a déclaré
une famine à Madagascar qui est due notamment aux effets du changement climatique. Dans la partie sud de la Grande Île, il faut savoir que près de 1,3 million de personnes souffrent de famine aiguë parce qu'on a assisté à une sécheresse la plus longue et la plus forte de toute l'histoire de l'île au cours de ces 50 dernières années. Donc, ce qui fait que toutes les cultures vivrières que les populations, il faut savoir que ces populations-là sont à plus de 80% des populations agricoles. Donc, ils ont perdu leur plantation, leurs produits agricoles, ils ont perdu leur bétail. Du coup, ils n'ont plus de quoi se nourrir et donc, ils sont obligés de se démerder. On a même vu, moi j'ai vu, un reportage dramatique dans cette partie de l'île où les gens sont obligés de manger de l'argile parce qu'il n'y a absolument rien à manger. Donc ça, c'est quelque chose de dramatique. Et donc les Nations Unies, bien entendu, il y a une action du Programme alimentaire mondial pour essayer de venir en aide à ces populations-là. Malheureusement aussi là, à ce niveau-là, à cause de la pandémie de la COVID-19, les aides alimentaires ont du mal à arriver dans cette partie de l'île-là. Donc ça aussi, c'est quelque chose de particulièrement dramatique. Mais cette conférence a évidemment vu une grande absence, c'est celle du président chinois, Xi Jinping. Tu le disais hier. Je le disais hier, il n'était pas à la conférence, il n'était pas au G20, il n'est pas venu à la COP26, alors qu'évidemment, beaucoup de gens l'attendaient. Alors, semble-t-il, c'est à cause des tensions entre les États-Unis et la Chine que le président Xi Jinping n'aurait pas fait le déplacement. Il ne faut pas oublier que samedi dernier, on a vu des djihadistes, c'est-à-dire des soldats américains, arriver sur l'île de Taïwan. Et alors on sait tous que la Chine revendique sa souveraineté sur cette île qui est située au sud de la mer de Chine. Et donc, dans la zone de la mer de Chine qu'on appelle la mer de Chine méridionale, on sait aussi que la Chine revendique la souveraineté sur la quasi-totalité de cette mer, de cette partie du monde-là. Et donc, voir des soldats américains arriver sur l'île de Taïwan, ça a donné lieu à des interprétations diverses. Notamment, la présidente taïwanaise disait qu'elle sait que les États-Unis, en cas d'attaque de la Chine, interviendraient militairement pour défendre l'île. Xi Jinping a pris évidemment cette annonce et surtout cette présence militaire sur le sol taïwanais comme de la provocation. Et ça n'a fait qu'envenimer, que tendre davantage les relations entre Joe Biden et Xi Jinping, alors qu'on sait que déjà la Chine et les États-Unis se livrent depuis près d'une dizaine d'années à une guerre politique et commerciale terrible. Donc, certainement que cet événement aura décidé de Xi Jinping à ne pas venir à cette COP 26 et donc ça c'est quelque chose qui est regrettable. Mais par contre, hier il y a eu évidemment une avancée importante, c'est-à-dire qu'une centaine de pays se sont engagés à protéger leurs forêts, c'est-à-dire qu'elles ont pris des engagements et parmi ces pays-là, évidemment, il y a des pays qui ont parmi les plus grandes forêts au monde, à savoir le Canada, les États-Unis et le Brésil. Et cette centaine de pays-là, en préservant ces forêts-là, ces pays-là se sont également engagés à réduire de 30% les émissions de méthane d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2020. Et il faut savoir que ce gaz à effet de serre, qui est le méthane, est 80 fois plus nocif que le dioxyde de carbone. Or, en général, souvent, on a tendance à regarder les pics de concentration de dioxyde de carbone parce que c'est, si tu veux, le gaz à effet de serre le plus répandu, mais en termes de nocivité, il n'a absolument aucun niveau par rapport au méthane. Le méthane, lui, il est essentiellement produit par deux choses. La première chose, c'est l'agriculture, c'est-à-dire que l'élevage des bovins. Il faut savoir que les bœufs et les vaches, lorsqu'ils mangent de l'herbe, à un moment, ils ruminent. Et en ruminant, ils dégagent du méthane. Et donc, comme on sait que les États-Unis, le Canada, les pays du Nord, les pays industrialisés, sont de gros pays éleveurs de bovins. Et donc, ces pays-là
émettent énormément de méthane. Ça, c'est la première production de méthane. La deuxième, évidemment, c'est l'industrie chimique. Parce qu'il faut savoir que le méthane, c'est un hydrocarbure et donc il sert aussi à l'industrie. Il est utilisé pour plein de choses et malheureusement, il arrive que lorsque soit on exploite ce méthane-là ou lorsqu'on le transforme, eh bien, une grande partie de ce méthane est expulsée dans l'air. Il y a aussi du méthane, par exemple, qui est mélangé au gaz que l'on trouve lorsque l'on fait des forages pétroliers. Et ce gaz-là qui est tiré en même temps que le pétrole, souvent il est brûlé, mais en le brûlant, il n'est pas totalement dégradé. Donc une partie se retrouve sous forme de méthane dans l'atmosphère. Et ce méthane-là, évidemment, comme je l'ai dit, ça pose aussi problème. Donc il y a des techniques aujourd'hui pour récupérer le gaz qui provient des forages pétroliers, récupérer ce méthane-là, essayer de le reconditionner pour qu'il soit utilisé dans l'industrie pour produire des éléments dont on pourrait avoir besoin. Donc ça, c'est quelque chose de particulièrement important, mais ce n'est pas nouveau pour le Gabon, il ne faut pas l'oublier. Le Gabon est l'un des pays qui a une politique de préservation de sa forêt qui est parmi les plus avancées au monde. On peut nous reprocher de tout, mais au moins pour la préservation de la nature, il faut reconnaître que le Gabon est quand même en pointe. Et c'est la raison pour laquelle, régulièrement, le président de la République, Ali Bongo, est consulté pour ces questions de préservation d'environnement, parce qu'on sait que le Gabon, en la matière, est l'un des pionniers, notamment en Afrique subsaharienne. Et ce qui est particulièrement intéressant concernant l'Afrique centrale, c'est que la République démocratique du Congo, qui a la plus grande superficie de forêt d'Afrique, s'est engagée également dans ce processus de préservation, de préservation des forêts, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc ça veut donc dire que la déforestation va être freinée, ou voire mieux contrôler. Contrôler, ça veut dire que d'un côté, on doit déforester, mais on doit mettre aussi en place des programmes d'aménagement forestier qui visent justement à reboiser les forêts, à reboiser les zones qui ont été déforestées. Ça, c'est quelque chose que nous savons très bien faire. Nos entreprises forestières en la matière ont une expertise qui est avérée. Maintenant, il reste que des pays comme le Congo, un pays aussi vaste, il reste à trouver les moyens pour ce gouvernement-là à pouvoir évidemment mettre en place ces programmes-là de reboisement et de protection des forêts. Et enfin, il s'agissait également de parler du financement. J'en avais parlé ici, la COP21 avait demandé de promettre 100 milliards de dollars d'ici, à partir de 2020, entre 2020 et 2025, pour aider les pays les plus pauvres à pouvoir s'adapter au changement climatique. Juste en 2020, seulement 45 milliards de promesses ont été honorées. Et donc là, il s'agissait pour les pays pauvres, pour les pays faibles, ceux qui payent un lourd tribut au changement climatique, en l'occurrence par exemple Madagascar, je viens d'en parler, de demander aux pays riches d'honorer leurs engagements. Et pour cela, ils sont aidés par deux institutions. Il y a les Nations Unies, le secrétaire général Antonio Guterres a demandé aux pays riches d'évidemment payer leur part de payer leur part de responsabilité. Et puis, la deuxième chose, c'est le pape François qui a délégué son secrétaire d'État au Vatican pour délivrer un message pour inciter également les pays riches à honorer leurs engagements de financement ou d'aide financière à accorder aux pays pauvres pour faire face au changement climatique. Voici en fait les premières avancées que l'on a pu observer depuis le début de l'ouverture des travaux. La plupart des chefs d'État vont partir de Glasgow aujourd'hui, mais la conférence va continuer jusqu'au 12 novembre et après, on reviendra pour faire un point global. Merci Jean-Paul pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés dans notre émission. On se retrouve dans quelques minutes. Urban FM 104.5.